Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Un grand sommet mondial de la santé aura lieu cette année à Berlin du 25 au 27 octobre. Il rassemble depuis sa création en 2009 des leaders politiques avec des scientifiques, des membres du monde des affaires et encore des membres de la société civile. L'événement est placé cette année sous le patronage de la chancelière allemande, du président français mais aussi de la présidence de l'UE et de l'OMS. Le Covid-19 sera bien évidemment au cœur des discussions cette année. Pour débattre de ce deuxième sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, alors depuis Berlin, notre correspondante Emmanuelle Chaz. Bonjour Emmanuelle et merci d'être avec nous. Et nous avons aussi avec nous depuis Bruxelles Alix Le Bourdon, notre correspondante. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Et effectivement, il y a un petit temps de latence qui est dû à la transmission par satellite. Alors Emmanuelle, je commence tout d'abord avec vous. Le sommet de Berlin est considéré comme l'un des principaux forums, sommets sur la santé. L'an dernier, il a été question d'Ebola. Cette année, le Covid s'est imposé naturellement, aussi bien dans l'heure du jour que finalement dans la manière de l'organiser, parce qu'il me semble qu'il sera à 100% à distance. Tout à fait. Coronavirus oblige, pandémie oblige. On parle d'un sommet qui sera 100% virtuel avec évidemment en toile de fond ce coronavirus qui sera un des thèmes phares abordés. Et puis surtout, ce sommet, en fait, il va mettre en lumière la nécessité finalement d'une réponse globale, d'une réponse coordonnée parce que finalement, depuis la pandémie, ce qui a été surtout mis en lumière, c'est un manque finalement de coopération à l'échelle internationale. Et ce sommet va donc permettre aux différents acteurs qui interviendront sous l'égide de l'Allemagne et de façon virtuelle de justement travailler à cette coopération. C'est d'ailleurs un des mots d'ordre de cet agenda, coopération à la place de la compétition entre pays. Alors, Alix, je me tourne vers vous pour vous poser la question, puisque l'édition de cette année, on l'a vu, est placée sous le patronage, entre autres, de la présidence européenne, qui revient d'ailleurs à l'Allemagne. Quel rôle peut jouer justement Bruxelles aujourd'hui dans cette lutte, en tout cas dans cette thématique de la santé globale et mondiale? Mais ce qu'il faut souligner d'abord, on le dit souvent, mais c'est très important à souligner, c'est que l'Union européenne n'a pas ou peu de compétences en matière de santé. C'est écrit dans les textes, ce domaine revient aux États membres. Alors c'est vrai que c'est difficile pour l'Union européenne d'avoir un véritable rôle sur la scène internationale en matière de santé, dans la mesure où les institutions européennes au niveau européen ont déjà des compétences limitées en matière de santé. En fait, la Commission européenne peut faire des recommandations, mais les États membres sont libres de suivre ces recommandations ou non. Mais vous le savez, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est médecin de formation, a appelé de ses vœux lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre une Europe de la santé plus forte. Et puis surtout, dans l'action contre la pandémie, au fur et à mesure des sommets, les 27 ont donné des prérogatives supplémentaires à la Commission européenne en matière de santé. Alors d'abord, en ce qui concerne la coordination, on l'a vu récemment avec la publication de cette cartographie des différentes zones, des différentes régions de l'Union européenne, avec un code couleur harmonisé en fonction de la circulation du virus dans cette zone. Mais il y a surtout eu fin juin les 27 qui ont soutenu cette proposition de la Commission européenne pour se regrouper pour l'achat du futur vaccin. Alors l'exécutif européen a donc ensuite négocié directement avec des entreprises pharmaceutiques pour précommander des centaines de milliers de doses de vaccins qui seront ensuite réparties dans les États membres en fonction évidemment de leur population. Et puis Bruxelles encourage dès maintenant les États membres à se préparer à déployer ce vaccin quand il sera prêt. Alors il a été reproché, c'est vrai, à la Commission européenne au départ d'avoir eu une réaction assez tardive et assez faible, mais c'est vrai que malgré ses compétences limitées, elle arrive quand même à agir dans certains domaines. Alors justement, parlons-en des critiques, Alix, puisque le coronavirus et cette pandémie a été un peu un test grandeur nature. L'Europe, on a pu voir un peu cette coopération européenne à l'épreuve. On a vu différents sons de cloche, ça n'a pas été facile. Et puis il y a de l'autre côté, il y a la Grande-Bretagne avec le Brexit. Comment s'en est sorti et comment s'en sort encore aujourd'hui Bruxelles? Vous avez raison, ça a été un grand test pour l'unité européenne. On a vu au début de la crise ce principe de solidarité européenne qui a été largement mis à mal. Il y a eu ces fermetures de frontières en ordre dispersé. Il y a aussi eu la question des masques avec des pays comme l'Allemagne, comme la France qui au départ ont gardé leur matériel médical alors que l'Italie souffrait déjà beaucoup de cette pandémie. Alors tous ces exemples, ils ont bien écorné évidemment l'image de cette solidarité européenne. Mais on a aussi eu l'exemple cet été, vous vous en
s'en souvenez, de l'adoption du plan de relance de l'économie européenne. Alors c'est vrai qu'il a été adopté dans la douleur après 4 nuits de négociations, puisque certains États membres, les pays dits frugaux comme l'Autriche, comme les Pays-Bas, ne voulaient pas rembourser l'argent à 27, mais ce plan de relance a fini par être adopté, c'est-à-dire, c'est assez inédit, hein, la Commission européenne va emprunter en son nom sur les marchés. Donc c'est vrai que c'est un pas de plus vers l'intégration européenne, hein, car je vous rappelle que l'idée de mutualiser la dette, c'était encore tout à fait tabou il y a quelques mois dans l'Union européenne. Alors je fais une parenthèse, mais c'est vrai que là, la mise en place de ce plan de relance est quand même difficile, hein, puisqu'il y a 2 États membres, la Hongrie et la Pologne, qui menacent de mettre leur veto si le versement des fonds de ce plan de relance est conditionné au respect de l'état de droit. En face, il y a des pays qui veulent que ce plan de relance ait un mécanisme fort sur l'état de droit. Bref, plusieurs États membres ont bloqué l'adoption du plan de relance au niveau de leur Parlement national. Alors, il faudrait justement le ratifier si on veut que les premiers fonds soient versés en début d'année prochaine. Donc, on est, vous le voyez, renvoyé à nouveau à la complexité de l'Union européenne et puis à la résurgence de certains intérêts nationaux. Alors, on le voit bien, cette pandémie, elle teste véritablement la coopération européenne tous les jours en matière de santé et puis plus généralement l'idée même de l'Union européenne. Emmanuel, plus de la moitié des pays de l'Union européenne est classée aujourd'hui en rouge dans cette nouvelle carte européenne sur les restrictions de voyage publiée cette semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Comment est-ce que ça se passe en Allemagne? Sachant que l'Allemagne, comme je le disais, aujourd'hui préside l'Union européenne et que sa vision pourrait aussi impacter cette stratégie européenne. Mais écoutez, c'est vrai que depuis le début de la pandémie, beaucoup de pays européens avaient regardé justement en direction de l'Allemagne pour sa bonne gestion de la crise. Pourtant, les derniers chiffres sont plutôt préoccupants ici en Allemagne. On se retrouve à plus de 7000 infections quotidiennes. Alors évidemment, ce sont des chiffres qui pourraient peut-être faire des envieux si on regarde du côté de la France avec plus de 20 000 infections quotidiennes ou même de l'autre côté, la République tchèque avec près de 10 000 infections quotidiennes alors que sa population est 8 fois moins nombreuse que celle de l'Allemagne. Reste que ce sont des chiffres qui n'ont pas été atteints depuis le mois de mars, depuis le début de la pandémie en Europe, ici en Allemagne. Et Angela Merkel s'est montrée très préoccupée. Elle a rencontré les ministres présidents des 16 régions allemandes mercredi. Ils ont réussi, après des négociations marathon qui ont duré plus de 8 heures, à trouver un accord sur des restrictions sur la vie nocturne. Alors, on a beaucoup parlé de couvre-feu. Il ne s'agit pas d'un couvre-feu à proprement parler. On parle de fermer les restaurants, les bars, les pubs à partir de 11h le soir et d'y interdire la vente d'alcool jusqu'à 6h du matin. Alors, ça pose problème non seulement pour toute l'industrie restauratrice, par exemple, ça pose également problème sur un plan juridique avec de plus en plus de tribunaux administratifs qui en fait contredisent les directives politiques, les décisions politiques en expliquant que ces restrictions en fait ne sont pas applicables dans un état de droit. C'est le cas par exemple aujourd'hui à Berlin qui a mis en place il y a quelques jours déjà ces restrictions horaires pour les bars et les restaurants. Eh bien, un tribunal administratif a déclaré que ce n'était pas constitutionnel, que c'était une réponse, des restrictions mises en place mais qui étaient disproportionnées, que le gouvernement local devait trouver d'autres mesures pour combattre le coronavirus. Donc un véritable casse-tête ici à Berlin qui en fait se répercute sur tout le reste de l'Allemagne fédérale. Alix, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, aujourd'hui, tout le monde parle d'un vaccin. Tout le monde attend ce vaccin contre le Covid-19, promis par certains fin 2020. On parle aujourd'hui plutôt de 2021. Là encore, est-ce que l'Europe pourrait mieux faire ou aurait pu mieux faire ? Écoutez, en tout cas, la Commission européenne en a fait un enjeu de cohésion pour les 27. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de son discours sur l'état de l'Union, a mis en garde les États membres contre ce qu'elle a appelé le nationalisme vaccinal. Vous vous souvenez qu'en juin dernier, 4 pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, avaient décidé de s'allier pour négocier avec les laboratoires avant finalement de mandater Bruxelles. Alors à partir de là, ont commencé des négociations pour la
Commission européenne, des négociations difficiles puisqu'il s'agit finalement d'avancer dans le brouillard. On ne sait pas qui va trouver le vaccin en premier. Résultat, eh bien, Bruxelles a décidé de parler à plusieurs laboratoires. Alors, il s'avère que ça a été une sage décision, puisque l'un d'entre eux, avec qui l'Union européenne a conclu un accord sur près de 200 millions de doses de vaccins, a dû suspendre récemment son essai clinique, puisqu'un des participants est tombé malade de manière inexpliquée. Alors malgré tout, l'Union européenne continue de mettre en place sa stratégie vaccinale sur le plan matériel, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi sur le plan de la communication, parce que ce que craint beaucoup Bruxelles, c'est la désinformation qui pourrait entourer ce futur vaccin. Très bien, je reviens pour clôturer vers vous, Emmanuel. Sur un plan pratique, est-ce qu'on le sent quelque part dans Berlin? Est-ce qu'on sent cette préparation pour ce sommet qui sera encore une fois 100% digital cette année? Ou est-ce que Covid oblige, on ne voit pas vraiment grand-chose se passer? Honnêtement, on ne voit pas grand-chose se passer de ce côté-là. En fait, les gens sont un peu dubitatifs. Je pense qu'ils ont tous assez bien géré la première vague, puisqu'elle a été beaucoup moins ressentie ici en France qu'elle a pu l'être, par exemple, en France. Et je rappelle également qu'en Allemagne, on n'a jamais eu de confinement total, on n'a jamais eu d'interdiction de se déplacer ou besoin de dérogation pour se faire. Ce qu'on ressent surtout maintenant ici à Berlin, c'est une certaine fatigue. Et puis, on se pose des questions sur ce qu'on a le droit, sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce qu'on a le droit de sortir ou pas? Alors les mesures, c'est de ne pas sortir à plus de deux familles ensemble ou à pas trop de personnes ensemble. En fait, surtout ce qui se traduit avec cette deuxième vague, c'est une fatigue généralisée sur cette gestion de la crise. Merci beaucoup Emmanuel Chasse d'avoir été avec nous depuis Berlin et merci à Alex Le Bourdon aussi qui était avec nous depuis Bruxelles. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vous retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur France 24. Au revoir. France 24 et Public Sénat présentent. Tous les week-ends, vous avez rendez-vous avec l'Europe sur France 24 et Public Sénat. Nos deux chaînes vous proposent un duel d'élus européens sur tous les thèmes qui vous tiennent à cœur. Où va l'Europe? Comment trouve-t-elle sa place dans le monde? Que fait-elle pour vous concrètement? Deux femmes aux commandes pour toutes ces questions et leurs réponses dans Ici l'Europe. Ici l'Europe, à voir sur France 24 et sur france24.com. Désigné par le dictateur Franco comme successeur au trône en 1975, Juan Carlos Ier a longtemps été le roi respecté et apprécié de la transition démocratique. Mais il pourrait aujourd'hui devenir la cause de la chute de la monarchie. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, cadeaux douteux, les scandales s'enchaînent. Il quitte le pouvoir, puis s'exile aux Émirats arabes unis en août 2020. Désormais discrédité, fragilisé, seule une minorité continue de soutenir la monarchie. Mais paradoxalement, elle ne paraît pas craindre grand-chose. Une question se pose alors. Dans quelle mesure une troisième république est-elle envisageable en Espagne? Billet retour, présenté par Vincent Roux, à voir sur France 24 et france24.com.